À tous, je m'appelle Jérémy Vissot, je suis chef de projet performance énergétique et décarbonation au sein d'Ekiom. Le but de cette conférence, c'est vraiment de voir ensemble la méthodologie pour réussir un projet de performance énergétique et de décarbonation dans votre entreprise en incluant le process. Donc on va faire ça en deux étapes. Une première étape plus pour expliquer la démarche et la méthodologie d'un projet réussi de performance énergétique. Et ensuite, on va l'appliquer vraiment à une étude de cas assez simplifiée, bien sûr. Quelques éléments. Alors pourquoi est-ce qu'on veut améliorer sa performance énergétique? Il y a plusieurs raisons. La première, bien évidemment, c'est pour réduire ses coûts, puisque les énergies sont de plus en plus chères. C'est un peu même des sujets d'actualité en ce moment. Et il y a également beaucoup d'aides et de subventions qui sont sur la table pour amorcer la transition énergétique d'un point de vue industriel également. Alors, quelques chiffres un peu clés. Dans le cadre du plan de relance post-Covid, il y a eu 9 milliards d'euros d'aides qui sont mis sur la table. Il y a à peu près la moitié qui sont déjà octroyés ou en cours de discussion. Donc ça veut dire que d'ici fin 2022, il y a environ 4-5 milliards d'euros à aller chercher d'aide pour vos projets. Le deuxième point, en termes de chiffres toujours, c'est que les projets d'efficacité énergétique sont de plus en plus rentables, puisque aujourd'hui, on peut faire des économies de l'ordre de 12% d'électricité via des actions rapides en moins de 3 ans. Et on voit que les premières économies d'énergie sont de l'ordre de 10 à 25% du coût énergétique de l'entreprise via des actions, encore une fois, rapides et des audits. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'il va falloir répondre à des contraintes réglementaires qui vont être de plus en plus strictes. Pour le moment, il y en a déjà certaines, notamment les quotas CO2 par exemple, le décret tertiaire dans le bâtiment, mais ça va aller dans une sens de plus en plus de contraintes, et donc autant les anticiper que d'être dos au mur et devoir faire ça de manière désoptimisée au dernier moment. De manière plus générale, ça permet à toutes les entreprises de participer à la transition énergétique et à l'effort commun des objectifs 2050. Et alors le dernier point qui est le plus en plus important, notamment avec le Covid, c'est que ça permet d'attirer et de maintenir des jeunes qui sont engagés pour la transition énergétique. Un sondage qui a été fait par l'ADEME et LinkedIn montre que 52%, donc plus de la moitié des moins de 35 ans, veulent changer, donc pas rester ni s'adapter, mais veulent vraiment changer de métier pour faire des métiers plus en lien avec l'écologie. Donc voilà, tout plein de bonnes raisons pour amorcer sa transition énergétique. Alors, qu'est-ce que c'est la performance énergétique? Il y a plusieurs choses. La chose la plus évidente, le levier le plus évident, c'est la partie efficacité énergétique. Ce qu'on applique chez nous, on va l'appliquer aussi dans l'industrie. Le deuxième volet, ça va être une partie de décarbonation. Donc ça va être remplacer des énergies fossiles par des énergies moins carbonées. Ça va être remplacer des intrants, par exemple l'hydrogène dans certains procédés, par de l'hydrogène vert provenant d'électrolyse. Des sujets qui sont très fortement subventionnés et régulièrement discutés. Tout ça, ça permet aussi de réduire l'impact environnemental. Donc là, on parlait des rejets de CO2, mais on peut parler aussi des effluents aqueux, des effluents gazeux, donc les traiter, les valoriser. Pour faire tout ça, il y a beaucoup d'outils digitaux qui sont mis en place pour accompagner l'évolution de l'industrie vers l'industrie du futur, l'industrie 4.0. Donc c'est vraiment des outils technologiques qui ne sont pas mis en place en tant que tels pour faire joli, qui sont mis en place pour faire un effet de levier sur toutes les actions qui ont été mises en place. Et on se rend compte que quand on connaît mieux ses utilités, l'utilisation de son énergie, de son process, on améliore aussi sa productivité puisqu'on a moins de pertes d'utilité, les utilités sont mieux adaptées au process, et donc du coup, indirectement, on a un effet vertueux qui est l'amélioration de la production en elle-même. Alors, un projet de performance énergétique, c'est plusieurs choses. C'est-à-dire que c'est transverse. C'est pas quelque chose qui va se faire dans une unité très localement, très spécifiquement, en silo. C'est quelque chose qui doit être forcément fait à l'échelle d'un site, voire de multi-sites, puisque voilà, l'électricité va toucher tous les équipements de l'usine, les utilités également. Donc ça doit être fait de manière un peu transverse. C'est quelque chose qui demande une multi-compétence, un panel d'expertise assez large, puisque on va aller toucher encore une fois le process, on va aller toucher la ventilation, on va aller toucher le bâtiment, puisque voilà, l'énergie est utilisée partout. Donc on va avoir besoin des compétences de chaque expert pour pouvoir les mettre en musique. Et enfin, le dernier élément, c'est que c'est quelque chose qui doit être coordonné, un projet qui doit être coordonné, puisque on ne va pas débrancher l'électricité de tout un site pour faire nos optimisations. Faut faire ça d'une manière un peu manière propre, c'est-à-dire prendre en compte les arrêts programmés de production,
les faire de manière coordonnée, vraiment avec tous les interlocuteurs. Donc pour faire tout ça, ce que nous on propose, c'est de faire ça en 5 actes, en 5 phases. Une première phase qui est vraiment du diagnostic, un plan d'action très macro, un plan directeur. Ensuite, une phase d'études et de conception. Une partie financement, puisque comme je l'évoquais, il y a beaucoup d'aides qui sont disponibles sur la table, et donc ça permet d'améliorer la rentabilité de vos projets. Une partie réalisation, qui est classique dans le monde de l'industrie, donc voilà, le passage de commande, la construction. Et ensuite, la partie exploitation. Donc, sur les projets de performance énergétique, on est sur du long terme, donc il faut s'assurer que les performances soient maintenues et exploitées correctement sur le long terme également. Donc, on va rentrer dans le détail de chacune de ces phases. La première, donc, comme je disais, c'est la partie diagnostic, audit, plan directeur. Donc, on va soit s'appuyer sur les audits énergétiques réglementaires qui ont déjà été faits pour les gros sites, soit en réaliser des nouveaux pour essayer d'avoir une vision la plus large possible de votre site, pour bien comprendre comment les énergies sont utilisées, dans quel process, de manière moyennée, en pic, toutes ces choses-là qui peuvent être regardées. Et ça permet de construire ce qu'on appelle la revue énergétique, qui permet d'identifier l'utilisation de l'énergie, identifier aussi des capteurs, des capteurs qui sont importants pour vous, et d'en rajouter si nécessaire pour pouvoir mesurer l'intégralité de l'énergie de votre site. À partir de ça, on va, avec l'expérience, avec des interviews, des discussions, on va construire ce qu'on appelle un plan directeur. C'est-à-dire qu'on va avoir des pistes d'optimisation qui vont être grosses mailles, mais voilà, on sait qu'on va pouvoir récupérer de la chaleur sur tel équipement, un compresseur, des fumées, sans rentrer plus dans le détail du chiffrage. Ça viendra après. Donc on va faire une liste d'actions, d'optimisation possibles. Ensuite, une fois qu'on a cette vision un peu générale du site et de ce qu'on veut faire, il va falloir informer, impliquer et essayer d'agréger toutes les équipes du site pour aller vers un projet commun, puisque comme je le disais, ça se fait de manière transverse et coordonnée. Donc ça peut aller via des campagnes d'affichage, avec une communication plutôt up-bottom, mais aussi par des ateliers de réflexion avec les opérationnels, cette fois pour remonter des informations avec une logique plus cette fois bottom-up, pour vraiment couvrir l'intégralité des bonnes idées et des bonnes pistes. Ensuite, on va aller sur des parties d'études techniques et de conception, avec plusieurs niveaux d'études. Donc voilà, on part du plan directeur qu'on a identifié auparavant, et on va creuser chacune des pistes avec plusieurs niveaux d'études, études de faisabilité, avant-projet sommaire, avant-projet détaillé, où là on va avoir des niveaux de détail de plus en plus précis, des estimations budgétaires de plus en plus précises, 40%, 30% en première approche, jusqu'à 10% au dernier moment. Ce qui est clé de retenir dans ces projets de performance énergétique, c'est que ce sont des leviers de financement. Donc il faut déjà avoir tout au long des études cet état d'esprit de se dire ces éléments-là peuvent permettre de débloquer des financements, de débloquer une éligibilité à certaines aides étatiques, territoriales ou européennes. Donc ça, c'était l'approche un peu générique. Maintenant, ce qu'on va regarder très concrètement sur la partie technique, on va regarder des optimisations, par exemple, de valorisation de chaleur fatale. Ça peut être, comme j'évoquais tout à l'heure, la chaleur des compresseurs, d'air, de groupe froid. Ça peut être les chaleurs de fumée qui peuvent être réutilisées pour le process, qui peuvent être utilisées maintenant avec des technologies de plus en plus matures pour autoproduire de l'électricité. Donc, beaucoup de choses à faire. Une partie vraiment optimisation du fonctionnement. Donc, regardez comment votre usine, vos unités fonctionnent pour, par exemple, lisser la production, pour éviter d'avoir des équipements qui soient surdimensionnés et donc du coup pas l'optimum de leur fonctionnement, des choses comme ça. Regardez tout ce qui est réseau d'utilité, l'air comprimé, la vapeur, on en trouve dans quasiment tous les sites. Ça peut être des choses assez bateau, la partie calorifugage, mais aussi l'optimisation des réseaux vapeur de manière plus précise. Le choix de matériel plus performant, notamment en prenant en compte les matériaux plus matures, des moteurs type IE4, des moteurs beaucoup plus performants que ceux qui y a une quinzaine, vingtaine d'années. La variation électronique de vitesse sur les équipements, voilà, toutes ces choses-là très techniques qui vont aller regarder dans le détail. Ensuite, si vous voulez produire une partie de votre électricité, vous pouvez la produire soit par la transformation de chaleur, soit par les photovoltaïques, éoliennes. Donc c'est produire et stocker cette énergie. La partie impact environnemental, captage et valorisation des polluants. Beaucoup de choses maintenant, beaucoup de défluents aqueux peuvent être récupérés pour faire des bouts de méthanisation
produire votre gaz, votre biogaz et l'autoconsommer. Donc comme ça, la boucle est bouclée, c'est un effet vertueux dans tous les sens, c'est une boucle vertueuse. Et après, pour les sites notamment qui sont soumis à quota carbone, ça peut être très intéressant d'électrifier vos procédés, puisque voilà, avec une tonne de carbone qui est maintenant à 70-80 euros la tonne versus moins de 10 euros il y a 3-4 ans, ça devient beaucoup plus rentable d'aller électrifier vos procédés. Pendant toutes ces étapes-là, ce qu'il va falloir regarder aussi, c'est la partie monitoring des installations, des nouvelles installations. C'est-à-dire que ce qu'il va falloir faire, c'est mesurer, enregistrer et monitorer les installations, mais de manière digitale et de manière optimisée. Donc ce qu'on va regarder en première étape, c'est quelles données sont disponibles. Est-ce que vos consommations énergétiques sont mesurées et enregistrées pour 80% de votre site, 90%, 10% de votre site? Voilà, il faut mesurer le plus possible pour pouvoir l'améliorer. Alors donc du coup, on va regarder ça, on va faire ça sous forme de workshop. On va essayer d'identifier avec vous les données pertinentes qui sont manquantes. Une température, une pression, un débit sur l'air, sur les fumées, voilà, des choses comme ça à regarder. Donc ça, c'est vraiment la donnée. Ensuite, on passe au niveau de l'indicateur. On va regarder, par exemple, si pour votre compresseur d'air, un exemple, quelle information l'opérateur a besoin pour optimiser son pilotage, quelle information le responsable de car a besoin pour faire du suivi au jour le jour. Et ensuite, on va remonter progressivement le responsable d'unité, le directeur site, et après une direction corporate qui, lui, va vouloir avoir une sorte de benchmark de ces sites pour mesurer la performance énergétique des différents sites. Une fois qu'on a identifié tout ça, on sait l'image finale. Maintenant, comment y arriver? C'est définir les meilleurs moyens de mesure pour aller récupérer la donnée et la remonter. Donc maintenant, il y a des technologies quand même qui sont beaucoup plus faciles qu'avant. C'est-à-dire que c'est des équipements, des capteurs et des instrumentations non intrusives. Pour le débit, ça va être de l'ultrason, pour la température de la conduction, pour la puissance des pinces. Donc voilà, il n'y a pas besoin d'arrêter la production, c'est facile à mettre. C'est comment les connecter et remonter les informations par des réseaux wireless. Donc avec des IoT qui sont utilisés qui vont se mettre sur des réseaux Wi-Fi, 4G, 5G, LoRa, en fonction de la pertinence des données qu'on va avoir et de leur précision. Donc on va regarder tout ça, faire des propositions, et après on va proposer un outil de monitoring consolidé aux différents niveaux, encore une fois, opérateur, responsable, direction site, direction multisite. Comme je disais, tous ces éléments-là, que ce soit la partie performance énergétique, la décarbonation, mais également la digitalisation, sont des choses qui peuvent faire effet de levier sur des financements importants et rendre vos projets de plus en plus rentables. Donc ce qu'on va regarder, c'est par une méthode d'ingénierie financière, finalement, c'est la rentabilité à long terme avec des bons ratios CAPEX-OPEX, donc quitte à investir un peu plus pour avoir des frais récurrents le plus bas possible pour maximiser la rentabilité de vos projets. On va regarder quelles aides peuvent s'intégrer dans le cadre de ces plans d'investissement et donc du coup essayer de réduire au maximum le reste à charge pour l'investissement dans vos entreprises. Maintenant, c'est la partie vraiment réalisation. Donc là, on rentre à nouveau dans une approche plus classique de l'ingénierie, c'est-à-dire qu'on va faire des cahiers des charges, on va faire consulter des fournisseurs, analyser les devis qu'on va recevoir, sélectionner la meilleure offre, pas uniquement en termes de prix, mais en termes de performance énergétique, encore une fois, parce que là, on est sur des projets moyens long terme, passer les commandes, piloter les travaux avec vous, c'est des choses qu'on peut faire, et s'assurer que les installations, les équipements mis en place répondent bien en termes d'efficacité et de performance, puisqu'encore une fois, on est sur une approche long terme. Et la dernière étape, c'est vraiment piloter la performance, enfin vous accompagner au pilotage de la performance en aidant le référent énergie et les équipes de production à prendre en main ces équipements, les utiliser le mieux possible pour les rendre performants et efficaces et les maintenir sur le long terme. Donc pour ça, on va valoriser tous les outils digitaux qu'on a évoqués avant, donc les dashboards, les remontées, les rapports d'événements automatisés qui peuvent exister. Donc une alerte sur une dérive, sur une température, sur une pression, sur un débit. Donc, toutes ces choses-là pour être beaucoup plus agile, flexible et réactif et pas attendre la facture énergétique à la fin du trimestre pour se dire bon bah là sur le compresseur d'air on a explosé nos ratios d'énergie et commencer à creuser. Là on est vraiment réactif à la journée, au quart, voire même à l'immédiateté. À partir de ça, on va construire un plan de suivi avec vous. C'est-à-dire qu'au début, il y a forcément une période d'appropriation et de montée en cadence des nouveaux équipements.
Donc les objectifs vont être atteints progressivement. Donc c'est quelque chose qu'on peut construire avec vous. Et après, c'est la partie plus ingénierie, c'est réfléchir avec vous sur une stratégie de maintenance pour s'assurer que la performance des équipements est maintenue sur une durée de vie la plus longue possible. Donc ça, c'est toute la partie méthodologie. Maintenant, on va l'appliquer à une étude de cas qui va être assez simplifiée, qui est un four. Donc ça peut être un four qu'on a fait le plus standard possible. Dans ce cas d'étude, ça peut être un four pour chauffer un liquide, pour chauffer du sable, pour voilà, tout plein de choses différentes. Donc ce four-là, il a une entrée d'air, une entrée de combustible et une entrée de matière première. On va faire la combustion et on va sortir la fumée à 1300 degrés qui va passer dans un électrofiltre pour enlever toutes les particules et ensuite la fumée va partir à l'atmosphère aux petits oiseaux. Donc une fumée quand même à 1300 degrés. De l'autre côté, on va sortir le produit fini qui lui également va être à 1300 degrés et pour pouvoir l'utiliser, le manipuler, on considère qu'il va falloir le refroidir. Donc pour ça, on refroidit avec un ventilateur pour descendre le produit à des températures plus acceptables de l'ordre de 200 degrés. Donc tous ces éléments-là, on va les regarder dans le cadre de l'audit énergétique et la revue énergétique, et on voit qu'on a des consommations de gaz sur le brûleur, consommation d'électricité sur le ventilateur de refroidissement et l'électrofiltre, et on va pouvoir commencer à identifier des potentiels d'optimisation. Ici, on a la fumée chaude, qui paraît une évidence aujourd'hui. Maintenant, il y a aussi la puissance du ventilateur de refroidissement et le rejet de l'air de refroidissement qui est rejeté à 300 degrés. Dans le cadre de cette étude simplifiée, on va faire vraiment un focus sur la valorisation de la chaleur fatale. On ne va pas regarder la partie électrique, mais la chaleur fatale des fumées et de l'air réchauffé. Donc c'est volontairement flou pour amener à la démarche tous ensemble. Donc ici, on va regarder les plusieurs solutions possibles. Pour valoriser cette chaleur fatale, on peut la valoriser sur le même procédé. Donc ça peut être pour préchauffer l'air de combustion ou pour préchauffer la matière première. Ça peut être sur un procédé externe qui a peut-être besoin d'un fluide chaud à 1300 degrés. Bon, bah là, c'est parfait. On en a ici qui est autoproduit. Et ça peut être pour des volumes plus importants, des puissances plus importantes, sur un réseau de chaleur urbain, d'autres industries à proximité. Ici, on va faire ensuite une étude technico-économique des différentes solutions, sur quel type d'échangeur on veut mettre pour un échangeur air solide. Voilà, quelles sont les meilleures technologies et meilleure rentabilité à avoir sur un échangeur air-air. Donc on va regarder toutes ces choses-là. Et ici, dans notre cas, la solution retenue, le suspense est tombé, on va utiliser l'air de la réchauffer pour préchauffer l'air de combustion et la matière première va être réchauffée par les fumées qui ont été filtrées. Donc comment on va le faire, on l'expliquera après, mais en gros déjà, on permet d'estimer des économies d'énergie, ici de l'ordre de 25%, donc très loin d'être négligeable, et on va faire une estimation budgétaire à 30-40% en première approche des installations. Avec tous ces éléments-là, on va pouvoir aller chercher des financements. En fonction du prix et de l'assiette du projet, on va aller chercher dans ce cas vraiment présent, et voilà, c'est des choses qui changent très régulièrement. Donc, au jour d'aujourd'hui, on va pouvoir aller chercher en fonction du prix du projet inférieur ou supérieur à 3 millions d'euros, des aides qui peuvent couvrir jusqu'à 50% de l'investissement. Donc, une rentabilité qui peut devenir très vite très intéressante. Voilà, si c'est un projet important, on va aller chercher au niveau du fonds chaleur de l'ADEME. Si c'est un projet inférieur à 3 millions d'euros, ce sont des guichets de soutien de l'ASP, donc Agence des services et paiements, qu'on va aller adresser, qui sont des projets avec des dossiers plus légers, pour aller chercher quand même des aides qui sont assez importantes, puisqu'elles peuvent aller jusqu'à de l'ordre de 1 million d'euros, ce qui est quand même plutôt intéressant. Ensuite, la partie réalisation. Donc là, on va finaliser les études de détail et définir quel type de technologie précisément on va avoir besoin. Ici, dans notre cadre d'un échange air solide, dans le cadre de l'étude, on a pris en compte, on est parti du principe que c'était du sable. Donc on allait envoyer notre fumée chaude par en dessous, qui allait passer à travers le sable, échanger ses calories avec le sable, et le sable ressortait du coup chaud, prêt à rentrer dans le four préchauffé. Et la fumée sortait à une température qui était beaucoup plus basse. Ici, dans notre cas, la température, les fumées sortent à 600 degrés, donc à 400 degrés. Donc ça veut dire qu'il y a même encore un potentiel derrière de récupération de chaleur qu'on peut pousser plus en amont. Mais voilà, on a déjà baissé nos températures des fumées de 1300 à 400 degrés, ce qui permet de préchauffer le sable à 400 degrés. Donc
voilà, fait un gain d'économie d'énergie comme pas négligeable. On va également dimensionner tout ce qui est échangeur d'air et les gaines, puisque l'air de combustion ici va être réutilisé, l'air de refroidissement qui a été réchauffé, excusez-moi, va être réutilisé en air de combustion. Donc c'est tirer des gaines qui vont bien, mettre des compresseurs s'il faut, pour aller réintroduire cet air dans l'échangeur. À partir de ça, on va faire le cahier des charges, consulter les entreprises et construire ces outils-là, ces équipements-là. Et la dernière étape, comme je le disais, c'est la prise en main de ces outils-là par le référent énergie et la production et la création de dashboards spécifiques. Donc ici, dans notre cas présent, on sait que pour s'assurer de la maintenance et de la performance des équipements sur le long terme, il va falloir mesurer la température du sable en entrée pour s'assurer qu'on est toujours à plus ou moins 400 degrés. Si la température baisse, c'est qu'on perd de l'énergie quelque part. Mesurer la température des fumées en sortie. Si la température augmente, c'est la même chose, c'est qu'on perd de la chaleur. Et pareil sur l'air de combustion. On peut également aussi mesurer tout ce qui est perte de charge sur les échangeurs, plus cette fois dans une approche de maintenance. Parce qu'on va pouvoir définir des seuils et s'assurer que l'outil va performer de la bonne manière via une stratégie de maintenance. Donc c'est quelque chose qu'on peut également définir et construire avec vous. Et enfin, sur le court, moyen et long terme, on va valider que l'économie d'énergie qu'on a chiffrée, budgétée dans les études, correspond bien à la réalité et ce qui est nécessaire pour les améliorer et creuser encore plus l'amélioration continue de la performance énergétique. Donc voilà, ça c'est vraiment une étude de cas simplifiée avec cette démarche-là. Donc juste pour conclure, ce qu'on voit très rapidement, c'est que durant toutes ces étapes-là, comme je le disais au début, c'est que ce sont des projets qui sont transverses, multi-compétences et coordonnés, puisqu'on a fait appel à une palette très très large de métiers et d'expertise qui ne sont pas forcément présentes dans une entreprise. Donc c'est pour ça qu'il faut s'appuyer sur un réseau un écosystème d'entreprises, d'experts et de partenaires pour construire ce genre de projet, et ce sont des choses qu'on peut faire. Je vous remercie pour votre attention.